Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Plus jeune chef étoilée de France, c'est le titre qu'a reçu mon invitée du jour, la chef Julia Sedevjan. Une femme du Sud qui a décidé de mettre du soleil et surtout de l'amour dans ses plats. Julia, c'est l'audace, mais avant tout une envie de réussir à la française. Apprendre auprès des plus grands et construire son identité culinaire pour se démarquer dans un monde masculin où personne ne l'attendait. La chef Sedevjan ose et bouleverse les codes. Pendant cette conversation, nous parlerons de son parcours, de ses rêves, de son audace, de la transmission et surtout de cuisine. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Julia. Bonjour Cynthia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. En plus, je sais que tu as un emploi de temps chargé. Là, tu sors juste du service. Donc vraiment, merci de prendre quelques instants pour nous parler de toi. Et à toi. Alors, première question que je pose à tous mes invités, c'est la plus facile. Toi, c'est plutôt thé ou café? Ah, café. Génial. Alors moi, j'ai pris ma petite tasse parce qu'à Berlin, il fait 3 degrés, -3. Il fait -3. Donc, ce sera une tasse café pour aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse? Donc, je m'appelle Julia Sedevjan, je suis chef propriétaire de mon restaurant Bayeta dans le 5e arrondissement de Paris et j'ai également une épicerie traiteur qui s'appelle Cicéron, juste à 80 mètres du restaurant. Et j'ai en ma compagnie 2 associés martiniquais qui s'appellent Grégory et Sébastien. Quelle petite fille était Julia? Une grande rêveuse, gourmande, parce que c'est par là que ça a commencé. J'adorais les repas de famille, j'adorais mettre mes doigts dans les saladiers quand mes mamies ou ma maman faisaient à manger. Et comme toutes les petites filles, j'avais des rêves d'enfant, donc au début je voulais être vétérinaire, ce genre de choses, et puis très vite après m'est venue l'envie de faire de la cuisine. Bah justement, quand tu dis très tôt, c'est un euphémisme parce que à 14 ans, tu choisis la cuisine alors que j'ai fait des petites recherches, ni ton père ni ta mère n'étaient du sérail. Comment à 14 ans, tu décides de faire ce choix de travailler en cuisine? On va dire que vers la 4e, 3e, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. J'ai envie de faire quelque chose après ma 3e qui soit pas forcément un lycée général. Et j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, donc ça faisait déjà un petit moment que je cuisinais un peu à la maison, et le papa de ma marraine, lui, était pâtissier. C'était un ancien pâtissier, donc à chaque fête, j'allais faire avec lui les bûches à Noël, les chocolats pour Pâques, et il me racontait toujours des petites anecdotes qui me faisaient mourir de rire, mais en même temps, il me disait aussi ce que c'était le vrai métier, quoi, les contraintes, les horaires... Mais c'est vrai qu'il m'a raconté une anecdote une fois qui m'a beaucoup marqué, c'est à l'époque, ils gagnaient pas bien leur vie en tant que pâtissier et les matières premières étaient très chères. Et surtout le beurre, la crème, etc. Et un jour, il y a un collègue à lui qui met une motte de beurre sous sa toque en se disant j'ai fini mon service, je vais me changer, je vais ramener une petite plaquette de beurre à la maison, ni vu ni connu, quoi. Et ce jour-là, bien sûr, le chef le chope avant les vestiaires et il commence à lui parler de la nouvelle carte. Et ça dure. Et en fait, au fur et à mesure, il commence à avoir le beurre qui m'ont permis de me projeter un peu et à ce métier. C'est génial, j'adore. En fait, j'imagine trop le mec avec le beurre en disant non, pas maintenant, pas maintenant. C'est énorme. Quand justement à 14 ans tu te dis c'est ce que je veux faire, tu te projettes comment? C'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est juste faire comme ton nom, donc faire quelque chose que t'aimes, ou vraiment tu te projettes déjà très très loin, avoir mon restaurant, être une chef étoilée, tout ça? Je me projette pas du tout. Moi j'ai toujours été un peu au jour le jour, donc je me projette pas du tout. Je me dis juste allez, pourquoi pas, je vais essayer ça et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et effectivement, la réalité du terrain, c'est loin de ce qu'on peut imaginer. Donc, les premiers jours en cuisine sont hyper durs. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, ça fait 2 ans que je dis à ma mère que je veux faire ça. Et je me retrouve dans une cuisine et je capte rien, quoi. Tout me met une plombe. Le premier jour, j'ai passé 10 heures à couper 3 poivrons et je les voyais à côté. Et là, et je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, t'as
c'est un truc, quoi. Enfin, tu vas jamais y arriver. Donc au début, tu remets tout en question. Et en fait, c'est un métier où tu prends tout avec de l'expérience. Donc plus tu fais, plus tu vas savoir faire bien et rapidement. Donc une fois que tu as compris ça, après, ça roule. Mais c'est vrai qu'au début, c'est hyper déstabilisant, en fait. Est-ce qu'à 14 ans, il y avait déjà une spécialité qui te tentait plus que d'autres? Est-ce que par exemple la pâtisserie te tentait plus que la cuisine en elle-même, ou est-ce que tu voulais tout apprendre? Bon, au début, c'était plus la pâtisserie qui m'intriguait. Puis j'ai été prise en CAP cuisine parce qu'il n'y avait plus de place en pâtisserie et que j'avais pas forcément les notes aussi. Donc j'ai commencé par mon CAP cuisine et en fait je suis tombée amoureuse de la cuisine à tel point qu'au bout de mes 2 ans d'apprentissage, mon chef me dit bon, l'année prochaine tu te fais un CAP pâtisserie. Et je dis ah non non non, moi maintenant je fais de la cuisine et je veux rester en cuisine. Et puis mon chef de l'époque m'a dit écoute Juju, tu vas écouter ton chef, tu vas faire un CAP pâtisserie parce que quand tu auras ton restaurant, tu me remercieras. Bien sûr, j'ai dit oui chef, j'ai fait mon CAP pâtisserie et aujourd'hui je le remercie pour ça. Tu m'étonnes. Alors, tu débutes ta carrière au restaurant L'Aphrodite, qui est spécialisé dans la cuisine moléculaire. Comment se passe ton expérience là-bas et que représente ce type de cuisine pour toi? Alors, c'est une de mes plus belles expériences, d'abord parce que c'est mes 3 ans d'apprentissage. Quand je suis arrivé là-bas, je connaissais pas grand-chose. Et ils ont pris le temps, ils m'ont pris sous leurs ailes. Ils m'ont appris le métier, ils m'ont fait aimer le métier. Alors oui, il y avait des moments vraiment pas faciles parce que il y avait une rigueur d'un restaurant étoilé. On n'était pas très nombreux en cuisine, mais on était quand même une belle brigade. Et pour moi, c'est de très très bons souvenirs. J'ai tissé des liens avec toute l'équipe, avec mon chef qui m'a suivi lors d'un concours après quand j'étais là-bas. Et encore aujourd'hui, on a des très bons contacts, on s'appelle souvent et on se donne des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui a fait vraiment partie de ma carrière et qui m'a donné confiance en moi. Et alors oui, on faisait de la cuisine moléculaire. On faisait pas que ça, et c'est ça qui était bien, c'est que j'ai pu vraiment apprendre la cuisine traditionnelle, la cuisine gastronomique et la cuisine moléculaire. Et ça m'a appris beaucoup, et sur la rigueur, et en même temps, voilà, j'ai pas appris quelque chose de technique avant les bases, parce qu'en fait, on faisait les deux, et ça, c'était hyper intéressant. Justement, j'ai l'impression que la cuisine moléculaire, alors moi je t'avouerai que en cuisine moléculaire, j'ai vu uniquement ce qu'il y avait à la télé, donc je n'y connais absolument rien. Et justement, j'ai l'impression que c'est une cuisine qui est très technique et limite un peu élitiste, tu vois, vraiment pour des geeks qui sont à fond dedans, mais peut-être pas abordable pour monsieur et madame tout le monde. T'en penses quoi? Alors, c'est très technique. C'est très technique. C'est pas une cuisine d'instinct comme la cuisine qu'on ferait tous les jours. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, on arrive à faire plein de choses et on en revient aux bases. La cuisine, c'est de la chimie aussi. Ça commence avec la réaction de Maillard quand on cuit un steak. Pourquoi il y a une coloration? Pourquoi c'est ces choses-là? Donc oui, il faut être passionné de ça. Il faut avoir envie de se triturer un peu l'esprit. Et pour moi, je le sais, j'ai toujours dit, mon chef, c'était un visionnaire à l'époque. Et il avait envie de faire ça et il le faisait très bien, mais ça ne convient pas à tout le monde. Voilà, en tant que consommateur et en tant que chef également. Toi, t'apprends quoi de plus important pendant ces années-là? Tout. Tellement de choses. La hiérarchie, parce qu'au début, moi, quand j'arrive là, j'ai 14 ans, je suis dans ma période où je suis rebelle, à plus savoir. Ouais, c'est l'âge. 2 heures, je comprends bien que c'est là où je vais pas ouvrir ma gueule, en fait, clairement. Donc, tu as une question et c'est un nouvel apprentissage sur toi-même, déjà. Et c'est apprendre à être en équipe, apprendre à vivre en équipe, apprendre à prendre des décisions avec l'équipe et de faire partie de cette entreprise à fond, quoi. Moi, c'était mon but et j'y suis arrivé parce que, voilà, aussi, j'ai fait des sacrifices. J'avais 14 ans, alors je sais que c'est pas bien de le dire, mais voilà, j'ai fait des horaires de l'équipe, j'étais là, je voulais être là et ça m'a permis d'évoluer aussi rapidement. Ça te dérangeait pas d'avoir cette charge de travail à ton âge? Pour toi, c'était normal? C'est ce que je voulais. Je voulais travailler le soir, je voulais pas faire un mi-temps, je voulais être dans la réalité en fait, sur le terrain et je pense que j'en avais besoin moi pour me recadrer et en plus j'adorais ça. Donc ça me posait aucun souci. En 2015, à tout juste 20 ans,
tu prends les rênes du restaurant dans lequel tu travailles. L'année suivante, tu maintiens l'étoile Michelin du restaurant. Comment tu vis ces 2 années? Moi, j'ai lu ça et je me suis dit, mais c'est dingue quand même, parce qu'à 20 ans, moi, je me revois à 20 ans, mais j'étais tellement loin de quelque chose d'aussi énorme. Toi, tu vis comment ces 2 années où c'est quand même, il t'arrive des choses dingues? Ouais, clairement, c'est dinguissime. Bah déjà, les grosses étapes, c'est voilà, après mon apprentissage à Nice, je monte à Paris, donc j'ai pas encore 18 ans, je prends mon premier poste du coup au Fab de La Fontaine. Donc je commence en tant que commis, c'est mon premier job. 1 an après, il me propose de prendre la place de sous-chef. Donc là, j'ai 18 ans. Et 2 ans après, bah, je prends la place de chef. Et là, je me dis, c'est quand même un truc de fou, quoi, ce qui m'arrive. Et on me dit, bah, alors, c'est quoi ta cuisine? Et puis je me dis, bah ouais, en fait, c'est quoi ma cuisine? Parce que bah, ça fait 6-7 ans que je fais la cuisine de mes chefs, mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Et ça a été le plus dur pour moi, de me dire, ok, il faut que tu trouves ta cuisine, parce que bah oui, quand t'es chef, c'est pas juste être là, cuisiner, bien cuisiner, et savoir manager une équipe, parce que ça fait partie intégrante de notre métier. Mais c'est surtout bah, savoir ce que tu as envie de faire partager à tes clients. Et ça a été vraiment la nouveauté. Ça a été vraiment un cap entre bah, voilà, mes années de cuisinière et de poste à responsabilité en tant que sous-chef, avec un chef qui fait sa carte. Et oui, je vais influencer un petit peu, mais c'est pas moi qui vais décider ce qu'on va mettre à la carte. Là, c'est OK, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et donc, il y a déjà ce premier travail-là. Et en à peine 1 an, en fait, on apprend qu'on va garder l'étoile au guide Michelin et que je deviens la plus jeune chef étoilée de France. Et alors là, c'est la folie. Là, dans ma tête, c'est n'importe quoi. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. J'ai 21 ans. Enfin, voilà, c'est une fierté énorme pour moi, pour mon équipe. Bah, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Sébastien et Grégory. En plus, on a travaillé pendant des années ensemble au Fab de La Fontaine, donc on était très complices, très fusionnels, parce que bah, on a partagé les bons et les mauvais moments ensemble. On s'est formés, on est arrivés tous les 3 commis, et on a fini tous les 3 à des postes à responsabilité là-bas. Donc on était hyper fiers de ce qu'on a fait. On arrivait de nos provinces, de nos îles, et on arrive là et puis on dégomme tout. C'était un peu une revanche aussi, et bah ce moment-là, ça fait plaisir, quoi. Alors moi, j'ai plein de questions là qui me viennent avec tout ce que tu viens de me dire. Déjà, la première, est-ce que tu te rappelles du jour où on te l'annonce? Ouais, bah, de toute façon, je m'en souviens. Ouais. Ma vie, c'est le 1er février 2016. La cérémonie du guide Michelin, elle est aux alentours de 12h-13h. Et on commence le service, personne vient nous voir parce qu'en plus on a une cuisine en sous-sol, donc on n'est pas du tout en contact avec ce qui se passe en haut, on n'a pas de réseau, enfin c'est une grotte le truc. Puis ça passe, et plus ça passe et plus je me dis, ah là là, ça y est, plus c'est foutu. Et en même temps, au fond de nous, on savait qu'on n'allait pas avoir l'étoile. Ok. Pourquoi? Et, bah, on est tellement jeunes, on avait fait de gros travaux, enfin on avait vraiment tout changé cette année-là. Et en fait, au bout d'un moment, je vois le patron qui descend les escaliers avec un bouquet de fleurs et il s'agenouille devant moi. Waouh. Il me dit, ouais, plus jeune chef étoilé de France. Et là, voilà, explosion de tout. C'était une surprise, c'était trop beau pour être vrai, quoi. C'était un très beau moment. Et au final, la cuisine du chef Julia Sédevjian, c'est quoi? Bah, ma cuisine, c'est une cuisine sincère, gourmande, épicée, raffinée, parce que bah voilà, moi j'ai toujours travaillé dans des restaurants étoilés, donc j'aime faire ça, j'aime prendre le temps de faire mes recettes, de prendre du temps pour essayer les associations, des nouvelles techniques, mais en même temps j'ai une cuisine simple, elle est lisible. On sait que voilà, si on vient manger une bouillabaisse, bah, on va retrouver la bouillabaisse, ça sera pas une bouillabaisse volante, mais Est-ce que le cap justement de cette étoile, le travail fait pendant ces 2 ans t'a aussi permis toi de te découvrir en tant que chef, parce que justement tu nous disais que il a fallu que tu crées une carte à ton image. Est-ce que ce travail-là t'a aidé à te découvrir toi-même? Ah mais carrément. Et au fil des mois, je me sentais plus à l'aise, et au fil des mois, je trouvais ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, ma cuisine, je l'ai trouvée grâce à ça, parce qu'en fait, on évolue tout le temps. Et c'est ça, la cuisine aussi. C'est une perpétuelle remise en question. Et encore maintenant, ce que je fais, c'est différent de ce que je faisais il y a 5 ans.
Et heureusement, parce qu'on a d'autres attentes. Il y a des modes aussi un peu en cuisine. Comme on parlait de la cuisine moléculaire tout à l'heure, il y a 10 ans, c'était la grosse mode. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais on est passé sur une autre mode. Ça va être des modes de produits, des modes de techniques. Mais voilà, c'est quand même des attentes consommateurs, et surtout à Paris, qui est... Paris, c'est Paris. Il y a une concurrence telle qu'il faut être à jour. Il faut pas se laisser enterrer avec des vieilles choses et toujours se remettre en question. Est-ce que justement, dans un marché aussi concurrentiel où il y a des modes où on se dit, bah, faut quand même y être, c'est facile d'innover et d'avoir sa touche personnelle en se disant, ok, s'il y a cette mode-là, faut peut-être qu'on y soit, mais j'ai quand même envie de garder mon identité. C'est facile ou pas? De toute façon, le plus important, c'est ça, c'est de garder son identité, parce que les clients, ils viennent pour ça. Et nous, on a trouvé ce qu'on voulait faire. On a notre espace, on l'a décoré comme on le sentait de le faire, et voilà, c'est peut-être pas la meilleure décoration de Paris, mais elle nous ressemble. C'est un lieu convivial, chaleureux, et on a fait faire une fresque sur le mur de notre restaurant qui nous représente tous les trois. Et autour, il y a tout ce qu'on aime et tout ce qui nous rassemble. Donc ça va être tout ce qu'on a en commun, par exemple, entre Nice et la Martinique, le carnaval, tout ce qu'on aime manger, la musique, le rhum. Enfin voilà, ça va être plein de choses comme ça qui nous ressemblent tous les trois, parce que avant tout, c'est notre lieu. Et ce qu'on va dégager de ça, c'est hyper important, en fait. Et ça, les clients, ils le ressentent direct quand ils arrivent. Donc c'était hyper important pour nous. Donc... Est-ce que l'étoile Michelin, c'était important pour toi dans ton parcours? Parce que je te pose la question parce que c'est vrai qu'on entend depuis quelques temps des personnes qui disent je veux plus de mon étoile Michelin, ou c'est pas du tout important pour moi. Est-ce que pour toi ça l'était? Alors, à l'époque, je me rendais pas compte, et c'est venu un peu avec tout le reste. Donc, je me disais pas je mérite, ou je dois avoir, ou je dois pas avoir. C'est venu avec le reste, et on l'a prise, et c'était génial, parce que justement, je pense que ça a jamais été vraiment une épée Damoclès au-dessus de notre tête, qu'on le prend vraiment comme une fierté, et comme on va dire, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours dans la tête en se disant oulala, ça va me mettre des barrières parce qu'on a une étoile. Non, pour nous, c'est notre force. Ça va être un leitmotiv pour l'équipe, parce que ils sont hyper contents de travailler dans un restaurant étoilé, et voilà. Et tous les ans, de toute façon, on la remet en jeu, et puis tous les ans, c'est pareil. 2 semaines avant la sortie du Michelin, on se stresse, et en fait, tout le reste de l'année, c'est pas qu'on l'oublie, mais on travaille d'abord pour nous, pour nos clients. Mais en tout cas, on est très content qu'elle soit là, parce que elle reflète notre travail, et ça nous fait venir des clients également. Et voilà, c'est vraiment une fierté pour nous de l'avoir. À l'âge où certains cherchent leur voie, toi, tu as eu sur les épaules des responsabilités, les responsabilités des plus grands. Comment on réussit à endosser une casquette qui, de prime abord, peut paraître trop grande pour soi? Comment toi t'as fait? En fait, je me suis pas posé de questions. Ok. Quand j'ai pris ma place de sous-chef, j'avais 18 ans. Je me souviens, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit voilà, on me propose le poste. Elle m'a dit mais mon Dieu, ma fille, t'as 18 ans. Et je me suis dit mais en fait, justement, j'ai 18 ans, pour moi, ça sera pas un échec si je réussis pas. Donc je vais essayer, et puis si ça marche, ça marche, et si ça casse, ça casse. Et en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc finalement, pour moi, l'âge, ça compte pas, mais c'est plutôt tout ce qu'on va mettre en place et tout ce qu'on va se donner ensuite comme moyen pour réussir. Après, oui, il y a des fois où on se prend des petites claques, il y a des fois où on tombe, mais des fois ça fait du bien aussi. Ça permet de se recentrer et de se dire ok, bon, ça c'est pas pour moi, je vais le faire autrement. Mais en tout cas, ça a jamais été un frein pour moi, et justement, peut-être que ça m'a permis de pas trop avoir de pression, de barrières, de choses comme ça, et j'ai fait mon chemin. Ouais. Est-ce que justement aussi, en parlant de freins, on sait, en tout cas c'est ce qu'on entend, la gastronomie, c'est un monde un peu machiste. Comment toi, en tant que femme, t'as réussi à prendre ta place et à te faire un nom? Alors bien sûr le travail, mais est-ce que justement quand t'arrives par exemple à l'Aphrodite, c'est facile d'être une femme parce que les années ont changé, la mentalité aussi, ou est-ce que non, même quand t'es arrivée, c'était pas évident? Alors, à l'Aphrodite, c'était très facile, parce que quand je suis arrivé, on était une brigade de filles. Ça facilite tout. Ma sous-chef, c'était une femme. On était, je pense qu'on était 6 femmes pour 2 garçons quand je suis arrivé. Et au fur et à mesure du temps,
Au bout de 6 mois, on était un peu moins. Au bout d'1 an, encore un peu moins. Et puis j'ai fini au bout des 3 ans et j'étais la seule femme. Donc j'ai vraiment tout connu là-bas. Et du coup, là-bas, ça m'a pas D'accord. posé de problème, vraiment pas. Et d'ailleurs, jamais dans ma carrière, parce que aussi j'ai choisi des restaurants à taille humaine, où on est vraiment des équipes soudées, on est une famille, donc j'ai jamais, j'ai jamais eu affaire à ce genre de problème. Maintenant, je sais que ça arrive encore, malheureusement, même si on est en 2022 et même si les temps ont changé, il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui en cuisine qui devraient plus. Mais pour moi, voilà, c'est un métier qui est dur, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Il faut pas l'oublier parce que moi, j'ai croisé beaucoup plus d'hommes dans ma carrière qui ont craqué justement, parce que il n'y a pas que du harcèlement physique, il y a du harcèlement moral aussi, et que les mots, des fois, ça fait des dégâts aussi. Donc, souligner, c'est bien de prévenir toutes les femmes, les jeunes femmes qui se lancent dans le métier en leur disant attention, oui, attention à elles, bien sûr, mais en fait attention tout court parce qu'aujourd'hui, on devrait plus fonctionner comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une cuisine féminine ou plutôt une sensibilité féminine? Énervé, tiens, aujourd'hui. Non. C'est quoi? C'est mettre des fleurs dans l'assiette. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Après, voilà, tu peux avoir une sensibilité, tu peux avoir tout, mais en fait, un chef, ça a une identité avant tout. Et, quelqu'un qui a une identité basque ou mexicaine ou méditerranéenne, où elle peut pas avoir la même cuisine que quelqu'un qui va faire une cuisine bretonne, ou enfin, de par les produits, de par les influences, on peut pas catégoriser comme ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Non, j'aime bien ta réponse parce que c'est vrai que en fait, j'avais entendu cette question qui avait été posée à une chef, je crois que c'est une chef anglaise, et qui avait globalement eu la même réponse que toi. Et je voulais avoir justement ton ressenti sur ça parce que effectivement, il y a des sensibilités, mais pour moi, une cuisine, c'est une cuisine. C'est une bonne cuisine ou pas une bonne cuisine plutôt, tu vois. Et donc, c'est super intéressant. Je pense que ça sort d'un grand chef qui disait voilà, il y a que deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Donc, Exactement, exactement. Et justement, c'est quoi une bonne cuisine pour toi? Une bonne cuisine, c'est une cuisine franche qui vient du cœur, et à partir du moment où tu as passé du temps et où tu y as mis tout son amour, c'est une bonne cuisine. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis une grosse gourmande, donc je t'avouerai que là, je suis dans mon élément, même si, alors, je pense être très mauvaise en cuisine, mais là, je suis totalement dans mon élément. Et c'est vrai que pour moi, la cuisine, alors, je rajouterais, alors, sans être chef, et tu me diras si t'es d'accord, je rajouterais aussi, c'est le partage. Moi, j'ai cette notion, alors peut-être parce que je viens des Antilles, et tu sais que, comme je pense dans le sud de la France, tu sais, c'est les grandes tablées où tu rentres à table à midi, tu sors à 19h, et à 19h, on te dit, mets la table pour 20h, tu vois. Et j'ai cette notion de partage en cuisine, et oui, d'amour, c'est clair, mais surtout de partage, et il y a ça qui m'anime quand je pense à la cuisine. T'as raison, complètement. C'est quelque chose d'hyper important dans la cuisine, et on le ressent beaucoup chez nous aussi, parce que moi j'ai des origines arméniennes et siciliennes également, et c'est aussi des cuisines où forcément, voilà, la cuisine arménienne, c'est des mezzés plein la table. En Italie, on sait jamais quand ça s'arrête. Vraie mère poule qui nous nourrit sans cesse. Donc voilà, je connais ça, et je comprends tout à fait. Et c'est clair que c'est la valeur la plus importante pour moi, c'est ça. En 2018, donc tu nous l'as dit, hein, tu lances ton restaurant Bayeta avec tes associés. Est-ce que c'était ton rêve ultime d'avoir ton restaurant à ton nom? Non, parce que quand on a décidé d'ouvrir le restaurant, je me souviens très bien, moi j'allais dans ma 23e année, et il y a encore pas si longtemps, je me disais, moi avant 30 ans, je veux pas de resto, je veux pas cette responsabilité-là. Donc voilà, comme quoi, encore une fois, tout s'est fait un peu au jour le jour, et très rapidement. Parce que quand on s'est dit, bon, allez, ok, on se lance, on va faire notre truc, on a commencé à visiter des locaux, et en fait, très vite, on a eu le coup de cœur, et très vite, ça s'est enchaîné. Donc, encore une fois, tout est allé très vite. On a vécu une grosse crise sanitaire qui a impacté les restaurants. Comment
justement pendant ces deux années, voire 3 même, parce que on n'en est pas totalement sorti, comment t'as su garder la flamme qui était en toi en te disant, OK, ce qu'on vit là, on n'a jamais vécu, mais c'est quand même ce que je vais faire, c'est ce que je vais continuer de faire. Comment t'as fait? Alors, ça a été très dur pour nous, la période Covid. Et notre grande force encore à ce moment-là, c'était d'être 3. Parce que à chaque fois qu'il y en avait un qui avait un petit coup de mou, les 2 autres étaient là pour le remonter. Donc en fait, c'était important à ce moment-là de pas se sentir seul, parce qu'en général, quand on se sent seul, c'est mauvais signe. Et là, on arrivait à trouver des objectifs, de se dire allez, on va tout essayer en fait. Et effectivement, on a tout essayé. On a fait de la vente à emporter, 10 projets en même temps, du gastro, du bistrot, de l'antillais, du méditerranéen. Enfin, on a tout fait. Donc voilà, on a essayé de pas se laisser démonter. Et aujourd'hui, on en sort plus fort. Alors bien sûr, ça a été hyper compliqué et on en aura encore des conséquences pendant quelques années, mais en tout cas, on est toujours là et c'est le plus important. Mais tu vois, je te pose cette question parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui commence à peine dans ce métier et qui a peut-être pas encore le recul que toi t'as pu avoir et qui est peut-être pas aussi entouré et qui sait pas comment faire. Et c'est vrai que je me dis, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que finalement, c'est OK, je fais un style de cuisine ou j'ai un type d'établissement, mais peut-être qu'à un moment où c'est compliqué, c'est réussir à se réinventer et s'adapter à ce qui arrive. Là, pour le coup, c'est au jour le jour. C'est réussir à avoir cette force mentale de se dire OK, là, ça va être au jour le jour. On va essayer et encore et encore. Et t'es la preuve vivante que ça a fonctionné. Donc je me dis, ça peut être aussi une petite lueur d'espoir pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans cette situation encore. Exactement. Faut jamais laisser tomber. Toujours essayer, même si on pense que c'est une mauvaise idée, même si on a peur du ridicule, il faut tester, faut pas avoir de regrets, il faut tester, et en général, le fait de tester, rien que ça paye en fait. Donc, un jeune qui nous écouterait et qui a envie de se lancer, qui regarde tous les top chefs et tout ça, et qui se dit ça c'est pour moi, tu lui donnerais quel conseil? D'y aller à fond, de s'écouter. Parce que s'il a envie de le faire, c'est déjà énorme, parce qu'aujourd'hui, on vit un après-Covid qui est hyper dur, où les jeunes, ils sont perdus. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi, parce que j'ai un petit frère de 8 ans de moins, donc je sais qu'ils ont une pression et ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Donc déjà, d'avoir envie de faire quelque chose, c'est très important, il faut cultiver. Et puis, mon deuxième conseil, ça va être de travailler dur, de pas se laisser décourager par rien ni personne en fait, parce que la vie c'est comme ça, le travail malheureusement il y aura toujours des avantages et des inconvénients, et que si on avait un métier de rêve tout le monde le ferait, mais c'est juste d'aimer ce qu'on fait déjà pour gagner notre vie, c'est énorme. Nous on vit de notre passion. Alors oui, c'est dur parce que c'est un métier où il y a des imprévus tout le temps, où il faut pas compter ses heures, ou plein de choses, mais c'est en train d'évoluer aussi. Nous on a compris quelque chose après Covid, c'est en fait le bien-être au travail. Donc nous, depuis, notre équipe, elle a 3 jours de repos déjà dans la semaine, parce que en 4 jours ils font suffisamment d'heures pour 5 jours dans un autre métier. Et qu'au fur et à mesure, ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on mette en place, parce qu'on a le droit aussi d'avoir une vie à côté, en fait. C'est, oui, avoir envie de travailler, avoir envie de bien faire, mais trouver le juste milieu entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Peut-être des choses où nous, on a eu du mal à dire non au début, ou parce qu'on avait envie de bien faire, et aujourd'hui, ça nous a servi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où peut-être on a laissé filer quelques repas de famille, quelques petites choses comme ça, qui, au final, faut pas regretter, en fait. Pour toi, c'est quoi les qualités à avoir pour faire ce métier et surtout durer? Quelles sont les qualités pour toi? Pour moi, les qualités les plus importantes, ça va être la curiosité, la rigueur, la créativité aussi, l'altruisme, enfin plein de choses, la générosité. Voilà, c'est un métier qui va être hyper humain, et il faut pas l'oublier en fait. On n'est pas des robots, non, on reste des êtres humains, et on n'est pas des médecins, quoi. On sauve pas des vies, donc faut juste se dire voilà, on est là tous ensemble, on veut faire de la bonne cuisine, on veut faire un beau lieu, on veut recevoir des clients, parce que voilà, on fait un métier de service, mais
faut pas s'envoler, quoi. Faut garder les pieds sur terre. J'ai écouté des interviews de toi où tu parles très souvent, où le mot transmission revient très souvent. Quelle est cette place pour toi de la transmission et est-ce que tu penses que tu es arrivé à ce niveau aussitôt parce que justement tu as eu la chance de rencontrer des gens qui ont su te transmettre cet amour du travail et la façon de bien le faire? Ouais, clairement. Bah, comme je te disais tout à l'heure, moi, mon apprentissage m'a beaucoup marqué. Parce que j'étais jeune, parce que franchement, pendant 6 mois, je sais pas ce qu'ils faisaient de moi, mais pas grand-chose, et ils m'ont gardé, ils ont été patients. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis, en fait. Quand je reçois des jeunes au resto, je prends beaucoup de stagiaires de 3e, de petits qui commencent des apprentissages, qui ont 15 ans comme moi quand j'ai commencé. Et souvent, au moment où je vais m'énerver, parce que ça me paraît tellement logique, et bah, en fait, je me remets dans la peau de qui j'étais il y a 15 ans quand j'ai commencé le métier. Et je rigole et je me dis, ok. Et là, je vais aller vers lui ou elle et je vais prendre le temps, je vais lui expliquer parce qu'en fait, ça passe par là, la transmission. C'est pas, enfin, il y a des choses, voilà, qui nous paraissent tellement logiques, tellement normales, mais en fait, non. On a besoin de montrer, on a besoin d'expliquer, on a besoin de prendre le temps. Parce que c'est ça le côté humain. Et moi, la transmission, oui, c'est hyper important parce que demain, c'est eux qui auront des restos et, c'est notre travail de le faire, en fait. Quels sont les chefs qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Alors, beaucoup, déjà, les chefs avec qui j'ai travaillé et aussi, des chefs comme Anne-Sophie Pic, par exemple. Voilà, qui est un grand modèle pour moi. J'adore son parcours. J'adore le fait qu'elle ait repris une maison familiale, donc qui ait beaucoup de sens aussi derrière ça. Et puis voilà, on a tous des bibliothèques de grands chefs à la maison et c'est important d'avoir des modèles, d'avoir des cuisines aussi différentes et de s'inspirer de toutes les cuisines en fait. Quel serait ton rêve le plus fou aujourd'hui, en sachant que tu as quand même déjà réalisé pas mal de choses? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de réaliser? On a toujours envie de réaliser de nouvelles choses, de nouveaux projets. On s'arrête jamais. Maintenant, c'est vrai que depuis Covid, moi, j'ai tendance à être un peu plus prudente, donc j'ai envie de stabiliser ce qu'on a déjà et après, oui, on a envie, bien sûr, de conquérir Paris, toujours et encore plus, de faire de nouveaux projets, de proposer de nouvelles choses. Ça, c'est en nous. Donc, j'espère que. Mais s'il y avait un rêve là tout de suite que je pourrais réaliser, ce serait déjà de pouvoir recréer notre bar, parce qu'on avait un bar à manger caribéen, du coup, à côté du restaurant qu'on a dû transformer en épicerie fine traiteur pendant le confinement. Et mais ça, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, j'espère qu'on pourra vite le refaire sur Paris. Alors, une question sous forme de jeu. Tu réponds sans réfléchir. Ok, t'inquiète, c'est très facile. Ton légume préféré? Aubergine. Ouais. Sérieux? D'accord. Ton plat préféré? Les lasagnes. Ok. Pâte ou riz? Riz. Ok. Vin ou champagne? Le vin. D'accord. Ton dessert préféré? La tarte au citron. Ok. Le plat qu'il faut à tout prix goûter dans ton resto? La bouillabaisse. Ok. Bon, je note la prochaine fois que je viendrai. Paris ou Nice? Nice. Bon, elle était facile, celle-là. On arrive à la fin de notre interview et là, je te pose la question la plus difficile. Alors, tout le monde me dit que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu aimerais laisser, qui serait important à transmettre pour toi, ce serait quoi? Voilà. Non, mais moi, je dis juste, le travail paye toujours. Toujours. Donc, faut être patient, mais on fait pas ça pour rien. Si on veut découvrir ta cuisine, on vient où? Même si on l'a déjà dit, mais au moins comme ça, ils ont l'information et ça reste en tête. On vient où te voir? On vient me voir au restaurant Bayeta, dans le 5e arrondissement de Paris, et dans mon épicerie traiteur Cicéron, pareil, rue de Poissy, dans le 5e.
De toute façon, bien sûr, je vous mettrai l'adresse du restaurant et de l'épicerie en barre d'informations. Moi, c'est clair que je vais venir découvrir ta cuisine. De toute façon, je l'ai déjà noté. Je me suis dit, si c'est pas cette fin d'année, ce sera en tout cas en début d'année prochaine. Ça, c'est obligé. En plus, Grégory m'a dit que vous aviez une très jolie carte de Rome. Donc, c'est obligé que je vienne. Merci Julia vraiment pour ce moment, merci pour ta disponibilité et ta gentillesse, c'était vraiment super agréable et n'hésitez pas vraiment à aller découvrir la cuisine de cette plus jeune chef de France qui n'a pas encore été détrônée. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur ma chaîne YouTube. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine prochaine.